Et si, ce matin-là, la guerre en Ukraine avait basculé dans une nouvelle ère sans que nul ne le voie venir? 13 novembre 2025. Kiev émerge sous un ciel brouillé quand tombent bas les premières nouvelles. Retrait massif, reddition confirmée. En quelques instants, des images sidérantes font le tour du globe. Des soldats ukrainiens quittent leur position à Saporidja, certains hagards, d'autres bouleversés, tandis qu'à l'est, à Ulijai-Pol, des groupes entiers s'avancent, brassards blancs bien visibles, abandonnant leurs armes dans la poussière des ruines. La tension s'intensifie. Le gouvernement annonce la suspension immédiate des pourparlers de paix, alors que la ligne de front s'effondre sur plusieurs secteurs. La diplomatie chancelle, la défense hésite. L'Ukraine est-elle en train de s'effondrer, ou ce retrait inattendu cache-t-il une manœuvre, un prélude à un cessez-le-feu imposé? La question fend l'air comme un coup de tonnerre. Assiste-t-on à la perte de contrôle totale ou à un pari stratégique désespéré pour sauver la paix? En quelques heures, tout s'accélère, tout vacille. Ignorer ce point de bascule, c'est courir vers un engrenage fatal. La défaite militaire totale, la perte de souveraineté ukrainienne et, en filigrane, la sécurité de toute l'Europe menacée. Ce qui semblait un conflit local déborde soudain jusqu'à menacer l'équilibre du continent, notre économie, notre énergie, notre quotidien même. Mais derrière le choc, d'autres forces travaillent en silence. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est joué ce matin-là, il faut remonter le fil des semaines passées et saisir comment l'Ukraine s'est retrouvée au bord de la rupture. Pour décrypter ce basculement, revenons en arrière. Tout commence par une série de signaux faibles, ignorés ou sous-estimés. L'enchaînement des événements révèle une mécanique implacable. Depuis plusieurs semaines, des signaux faibles annonçaient tuer la crise du 13 novembre. Ce matin-là, loin d'être une surprise, marque l'aboutissement d'un effritement progressif sur le front ukrainien. Dès la fin de l'été 2024, les lignes défensives ukrainiennes se délitent sous la pression ininterrompue des forces russes. Les pertes humaines s'alourdissent alors que la mobilisation ralentit dangereusement. Les stocks de munitions et de drones fondent, instillant un sentiment d'impuissance dans les rangs. Prenons un instant pour comparer cette situation à d'autres moments historiques. Par exemple, en juin 1940, la France a été confrontée à un effondrement soudain de ses lignes face à la Blitzkrieg allemande. Les divisions françaises, à bout de souffle mal coordonnées, ont été incapables de résister à l'offensive rapide. Le moral s'est effondré, entraînant une chute rapide du gouvernement et une crise politique majeure. Ce parallèle met en lumière la vulnérabilité d'une armée dépassée par la vitesse et l'innovation de l'adversaire. Les promesses occidentales, jadis synonymes de soutien vital, se transforment en engagements vagues sur la modernisation future de l'armée. Sur le terrain, cela se traduit par des retards, des incertitudes et des brèches qui s'élargissent, faute de moyens immédiats pour les combler. Pour illustrer ce point, souvenons-nous du plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis ont alors apporté une aide financière et matérielle massive à l'Europe de l'Ouest, permettant une reconstruction rapide. À l'inverse, l'Ukraine, elle, se heurte à des délais d'aide, des promesses plus lentes à se concrétiser, ce qui laisse ses soldats dans une attente angoissante et souvent dangereuse sur le terrain. La Russie, elle, accélère sa stratégie d'usure. Les frappes contre les communications et les dépôts logistiques ukrainiens s'intensifient, compliquant la gestion du front. Les unités sont épuisées, les ravitaillements précaires et chaque jour, la pression s'accroît. On peut faire ici un parallèle avec la tactique russe lors du siège de Leningrad, durant la Seconde Guerre mondiale. La ville a été coupée de ses approvisionnements durant plus de 2 ans, entraînant famine, souffrance et résistance héroïque. Aujourd'hui, l'Ukraine subit une pression similaire sur ses lignes logistiques, mais dans un contexte technologique radicalement différent, où la rapidité des frappes et la guerre électronique jouent un rôle central. À Kiev, la politique intérieure vacille à mesure que la situation militaire se dégrade. Le moral des soldats chute, alimenté par les récits de retraite et de positions abandonnées sans résistance. Sur la scène internationale, les partenaires occidentaux, inquiets, accentuent leur pression sur le gouvernement ukrainien. Ils exigent réformes et résultats, mais offrent de moins en moins de réponses concrètes à court terme. Prenons un exemple concret. Lors de la guerre du Vietnam, les États-Unis ont fait pression sur le gouvernement sud-vietnamien pour accélérer les réformes et lutter contre la corruption, tout en réduisant progressivement leur engagement militaire. Cette politique du vietnamisation a abouti à une fragilisation de l'effort de guerre sud-vietnamien et, à terme, à un effondrement rapide face à l'offensive du Nord. Ne pas saisir la profondeur de cette crise structurelle, c'est risquer de sous-estimer la vulnérabilité ukrainienne et d'aggraver la fracture au sein de l'OTAN.
Au-delà des combats du jour, c'est l'avenir de la stabilité européenne et la crédibilité de l'Occident qui vacillent. Mais ce 13 novembre, un événement précis va précipiter l'effondrement. L'onde de choc qui en résulte bouleverse l'équilibre fragile du conflit. Ce matin-là, la technologie a fait taire les slogans. Dès l'aube, la supériorité russe n'était plus un concept. Elle s'est matérialisée, insidieuse, dans le brouillard et la boue, entre les tranchées. Les règles ont changé en quelques heures. La guerre électronique s'est abattue comme une chape de plomb, rendant l'Ukraine presque aveugle là où chaque seconde comptait. D'un côté, les opérations russes s'enchaînent avec une efficacité implacable. À l'abri du brouillard, Moscou lance des bombes planantes, inonde l'air d'ondes parasites et coupe les communications adverses. Des essaims de drones invisibles localisent les moindres signes de vie, guidant l'artillerie qui frappe avec une précision chirurgicale. Pour illustrer la puissance de la guerre électronique, rappelons l'offensive israélienne lors de la guerre du Yom Kippour en 1973. Les interférences radio et la désinformation avaient brouillé les chaînes de commandement adverses, créant une confusion mortelle. Aujourd'hui, la Russie utilise des technologies encore plus avancées pour désorganiser l'adversaire et accélérer la désintégration du front. Pour les forces ukrainiennes, c'est la chute des dominos. Privés d'observation, les commandants perdent la main sur le champ de bataille. Les ordres se brouillent, les initiatives isolées s'épuisent, la panique s'insinue. Les lignes se disloquent, non pas sous la peur, mais sous le poids d'un véritable brouillard de guerre, à la fois réel et électronique. Des témoignages de soldats ukrainiens rapportent l'impossibilité de contacter leur état-major, l'absence de signaux GPS et la perte de coordination avec les unités voisines. Ces scènes rappellent la débâcle de Dunkerque en 1940, quand l'armée britannique a dû se replier dans la confusion, abandonnant matériel et position pour éviter l'encerclement total. Les groupes russes avancent par petites unités mobiles, chaque soldat équipé de caméras thermiques et de protections improvisées, mais redoutables. Cette adaptabilité constante leur permet d'infiltrer les défenses, d'encercler des points névralgiques et d'exploiter la moindre faille avec une rapidité inédite. Sur de nombreux axes, leur supériorité d'artillerie impose un tempo infernal. Côté ukrainien, les faiblesses sautent aux yeux. Manque cruel de véhicules protégés, réserve de munitions qui fondent, équipements dépassés face à l'escalade russe. À mesure que le déséquilibre s'accentue, chaque contre-attaque ukrainienne se heurte à la défense aérienne adverse, épuisant encore les marges de manœuvre. Le problème n'est plus le courage ou la discipline, c'est la structure même de la défense qui se fissure. Si cette dynamique se poursuit, chaque percée pourrait entraîner non seulement des pertes territoriales, mais un effondrement du moral et de la confiance occidentale. L'équilibre du conflit, déjà précaire, menace de basculer à tout instant. En quelques heures, la situation sur le terrain échappe au contrôle de Kiev. Les alliés occidentaux, eux, observent ces bouleversements avec une inquiétude croissante. Face à la tempête, plusieurs routes s'ouvrent, mais toutes ne mènent pas à la stabilité. En ce matin du 13 novembre, des scénarios inédits surgissent pour l'Ukraine et, par extension, pour toute l'Europe. Désormais, il ne s'agit plus de savoir si le point de rupture est atteint, mais de comprendre comment chaque choix va façonner le futur immédiat du continent. Premier scénario, l'effondrement brutal du front. En quelques heures, des lignes entières pourraient en s'effondrer, livrant de vastes territoires et déclenchant un retrait désordonné vers les grandes villes. Kiev risquerait alors d'être contrainte à négocier en position de faiblesse, voire à envisager le transfert partiel de ses institutions hors de la capitale. Un exemple historique éclaire ce scénario, la chute de Kaboul en août 2021. Après des années de guerre, le gouvernement afghan s'est effondré en quelques jours, forçant un exode massif et un chaos institutionnel. La rapidité de l'effondrement a pris de court les alliés occidentaux et a laissé la place à de profondes incertitudes sur la suite. Deuxième scénario, la consolidation tactique. L'armée ukrainienne pourrait décider de se replier pour défendre des positions plus solides, acceptant des pertes territoriales immédiates afin de stabiliser la situation. Ce choix offrirait une chance de résistance à moyen terme, mais menacerait l'unité nationale si la population et les élites politiques doutèrent de la stratégie. Ce type de repli s'est déjà vu lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'armée rouge a accepté de concéder du terrain pour sauver ses forces avant de contre-attaquer plus tard. Mais une telle stratégie suppose une discipline collective, une logistique solide et surtout la confiance de la population dans ses dirigeants.
Troisième scénario, une pression internationale accrue pour relancer le dialogue. Face au risque d'isolement ou à des divisions à Kiev, certains alliés occidentaux pourraient inciter l'Ukraine à accepter un compromis douloureux. L'épuisement de l'aide militaire et financière, conjugué à la peur d'une escalade incontrôlable, donnerait à Moscou un levier inédit. On retrouve ici un schéma similaire à celui des accords de Dayton, qui mirent tard fin à la guerre en Bosnie en 1995. Les parties ont dû accepter des compromis douloureux sous pression internationale afin d'éviter un embrasement plus large et de préserver une stabilité relative. Quatrième scénario, une percée russe majeure. Si les forces russes exploitent la brèche et progressent rapidement, l'équilibre stratégique de toute l'Europe de l'Est vacillerait. De Varsovie à Berlin, la crainte d'un effet domino bouleverserait la doctrine de défense de l'OTAN et forcerait une révision d'urgence des plans militaires et de dissuasion. On peut ici évoquer la crise de Berlin en 1961, lorsque la construction du mur a forcé l'OTAN à repenser sa posture en Europe. Une avancée russe en Ukraine provoquerait un choc similaire, avec des exercices militaires renforcés, des déploiements d'urgence et une inquiétude croissante dans les capitales européennes. Cinquième scénario, l'effondrement du moral ukrainien. Un sentiment d'impuissance pourrait entraîner des désertions massives, une démobilisation générale et une résignation dangereuse. L'idée même de résistance deviendrait fragile, ouvrant la voie à des initiatives politiques de sortie de crise, parfois en rupture avec la volonté de la majorité. Un tel effondrement moral a été observé lors de la Première Guerre mondiale, notamment en Russie en 1917. L'armée, épuisée et démoralisée, a cessé de se battre, accélérant la chute du régime tsariste et l'arrivée au pouvoir des bolcheviks. L'état d'esprit des combattants influence souvent de façon décisive le destin d'une nation. À chacun de ces scénarios s'ajoutent des répercussions économiques immédiates. Envolée du prix du gaz, marché financier fébrile, réaction en chaîne à travers l'Union européenne et l'OTAN. Les États les plus dépendants des importations d'énergie seraient frappés de plein fouet. Les foyers européens verraient jouer leurs factures grimper, pendant que les gouvernements tenteraient de rassurer des populations de plus en plus inquiètes. Pour prendre la mesure de ces conséquences, rappelons la crise pétrolière de 1973. En quelques semaines, le choc des prix a bouleversé l'économie occidentale, provoqué inflation, chômage et récession. Une crise énergétique liée à la guerre en Ukraine pourrait avoir des effets comparables, affectant la croissance, l'emploi et la stabilité sociale. Derrière chaque option se cache un coût colossal: perte de territoire, fracture politique, crise énergétique, jusqu'à la remise en cause de l'ordre international bâti depuis la fin de la guerre froide. Les marges de manœuvre se réduisent d'heure en heure et le temps se retourne contre les décideurs. Chaque scénario pose ses propres pièges et promesses, mais aucun ne garantit une issue sans douleur. Dans cette incertitude, les prochains choix seront décisifs pour l'Ukraine et pour l'Europe entière. Dans la tourmente, seule une analyse lucide permet d'y voir clair. L'incertitude n'est pas une excuse, mais une invitation à l'action réfléchie. Ce qui se joue aujourd'hui en Ukraine dépasse la simple perte de territoire ou la suspension des négociations. Ce sont les failles profondes d'un système de défense européen qui se révèlent au grand jour. L'Europe doit saisir l'importance fondamentale de la résilience, encaisser les chocs militaires, absorber les secousses diplomatiques et continuer d'avancer même lorsque les lignes cèdent. Sans cette capacité à tenir, chaque crise future pourrait s'avérer fatale. Un nouveau revers, demain, ne menacerait plus seulement l'Ukraine, mais toute la stabilité du continent. L'enjeu n'est plus abstrait, il touche la sécurité de chaque citoyen européen. Le soutien international reste indispensable, mais il faut sortir de l'automatisme. L'aide ne peut plus se limiter à répéter les schémas anciens. Il s'agit désormais de répondre aux urgences du terrain, fournir des munitions, de la technologie, mais aussi lutter contre la lassitude politique qui gagne les opinions. Accélérer l'assistance, la rendre plus flexible, c'est refuser de laisser la Russie installer un rapport de force durable. Pour éviter d'être pris de court, il est crucial d'apprendre à repérer les signaux faibles. L'augmentation des redditions, la flambée des prix de l'énergie, la disparition progressive du débat public sont autant d'alertes silencieuses. Leur accumulation annonce souvent une dégradation rapide, bien avant que l'actualité ne s'en saisisse. Dans ce contexte, l'opinion publique et la démocratie ont un rôle décisif. Les choix des gouvernements dépendent du climat collectif. Manifester, débattre, interpeller les responsables, c'est peser sur le cours de l'histoire. Refuser la résignation, c'est maintenir l'Europe debout. Chacun, à son échelle, porte une part de la vigilance collective. S'informer auprès de médias indépendants, soutenir le journalisme d'investigation, exiger la transparence des institutions,
autant de remparts contre la manipulation et l'aveuglement. Pour agir concrètement, voici quelques étapes pratiques. Première étape, suivre l'actualité auprès de sources variées et fiables, en évitant les bulles de filtre des réseaux sociaux. Cela permet de détecter les tendances de fond et de ne pas se laisser surprendre par les crises. Deuxième étape, participer activement à la vie démocratique, que ce soit en votant, en écrivant à ses élus ou en rejoignant des associations citoyennes. L'engagement collectif renforce la résilience sociale. Troisième étape, soutenir les initiatives de solidarité, qu'il s'agisse d'aide aux réfugiés ukrainiens, de collecte de fonds ou de campagne d'information. Chaque action, même modeste, contribue à créer une dynamique positive contre la résignation. Quatrième étape, débattre et dialoguer, même avec ceux qui ne partagent pas le même point de vue. La confrontation d'idées, la recherche du consensus, la capacité à écouter sans juger, voilà les piliers d'une société démocratique capable de faire face à la crise. Cinquième étape, exiger la transparence des gouvernements et des institutions en soutenant les médias indépendants et en refusant les discours simplistes. L'information de qualité est la première arme contre la désinformation et la manipulation. Négliger ces leçons, ce serait exposer l'Europe à des tempêtes plus violentes encore. Lucidité, solidarité, exigence démocratique, tels sont les seuls véritables boucliers. Face à ce tournant, une question brûle. L'Europe saura-t-elle transformer l'épreuve en sursaut ou s'enfoncera-t-elle dans le doute? La suite dépendra autant des décisions collectives que du courage individuel. Ce qui se joue à l'Est n'est pas lointain. Cela nous touche tous, ici et maintenant. Le conflit en Ukraine ne marque pas seulement une crise passagère, mais un véritable basculement de l'ordre européen. Les décisions prises aujourd'hui, tant sur le front que dans les chancelleries, pèseront sur notre avenir commun. Fermer les yeux, se contenter de demi-vérités, c'est accepter d'être dépassé par les événements. Chacun de nous peut refuser la passivité, exiger des faits, creuser au-delà du bruit, confronter les récits. Comprendre, c'est déjà se préparer. Rester spectateur, c'est laisser d'autres choisir à notre place. Interroger, débattre, remettre en cause, c'est affirmer notre rôle de citoyen. Face à la propagande et à la confusion, notre exigence d'honnêteté et de nuance reste notre meilleure arme. Ce qui vacille à l'Est peut, demain, ébranler la stabilité, l'énergie, la confiance ici même. Si nous voulons garder la main sur notre destin, il faut lucidité et engagement dès aujourd'hui. Restez vigilants, partagez vos doutes, exigez la clarté. Ici, nous continuerons à analyser, à nuancer, à ouvrir l'échange, pour que personne ne soit pris au dépourvu lorsque le prochain tournant surviendra.